Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver pour cet avant-dernier webinaire ENOA. Il y en aura un en décembre, on vous en parlera à la fin. Donc il est consacré aujourd'hui à l'engagement en formation, à la fois du côté des formateurs mais aussi des apprenants. Donc quelque chose un peu de particulier au sens où effectivement on vous présente aujourd'hui, on va vous restituer les travaux réalisés par différents adhérents d'ENOA, enfin les nouveaux adhérents en fait. Donc on a un parcours aux nouveaux adhérents qui est animé par Gilles Macchia ici présent, il vous en parlera peut-être rapidement, Gilles Macchia de New Learn. Et on va voir trois intervenants aujourd'hui. Donc commençons par les dames. En fait, Catherine Mougin en fait, de 3E Innovation qui se présentera. On aura, je ne sais plus si c'était en ce endroit-là, mais on aura donc effectivement Hubert Grandjean de l'AFDEC et Mathieu Chaumel de Octolumen. Donc on avait fait un petit sondage sur LinkedIn là, comme d'habitude, mais il n'y a pas eu beaucoup de répondants. Donc du coup on s'est dit qu'on allait vous partager un WooClap pour construire un nuage de mots ensemble pour commencer. Donc je vais vous partager dans le chat là un lien, vous n'avez juste à cliquer et on vous invite du coup à nous dire quels sont pour vous, de votre point de vue, les principaux freins de vos apprenants pour s'engager dans une formation multimodale. Si vous mettez un ou deux ou trois mots et puis en fait on va partager le nuage de mots qui va se construire. Donc je vous mets le lien, voilà, vous avez le lien dans le chat. Je vous invite à cliquer dessus et à nous donner un ou deux mots qui vous viennent à l'esprit. Peut-être que je vais partager mon écran pour montrer le nuage qui se construit progressivement. Hop. Okay. Vous voyez bien l'écran? Oui, apparemment. Aurélia? Ouais, oui, oui. Super, donc voilà. Disponibilité, temps, motivation, gestion du temps. On va laisser encore quelques secondes. Il y a du monde qui arrive au fur et à mesure. Alors peut-être reprendre la consigne, Loïc. Oui, je vais la remettre. Euh, Je remets dans le chat le lien. Hop. Pour les derniers arrivés, je vous invite à cliquer sur le lien que je viens de partager et à nous dire en un ou deux mots c'est quoi les principaux freins de vos apprenants, pour vos apprenants dans le fait de s'engager dans une formation multimodale. « 74 réponses. Allez, encore quelques secondes. Et puis, on arrêtera là pour ce petit nuage de mots. On arrive quasiment à 100. Ça peut avoir un échantillon assez représentatif. Donc voilà, mesdames et messieurs qui allaient intervenir. Donc effectivement, on voit les principaux freins, disponibilité, problématique de temps, de motivation, gestion du temps, peut-être de façon un petit peu moindre l'assiduité, des problèmes de technique, des problèmes d'accessibilité peut-être numérique, j'imagine. Voilà, les choses sont assez diverses. Après, il y a pas mal de choses, c'est assez riche. Merci à toutes et tous pour d'avoir répondu à ce mini-sondage en direct. On gardera le nuage numéro et puis on le repartagera dans le support, je pense. Je vais arrêter le partage de mon écran. J'invite Aurélia à repartager le support. On va rentrer dans le vif du webinaire, du sujet. Ah. Petit problème de partage de support. Oui, il arrive, il arrive. J'ai vu l'écran s'afficher, puis ça a disparu. Un peu long. Parfait. Eh bien donc, allons-y. Je vais passer la parole à Gilles et Catherine et je vais couper mon micro. Gilles, je te laisse prendre le contrôle. C'est peut-être Oui. plus simple.
Oui, bonjour à tous. Donc, il y a l'année dernière donc un groupe de travail qui était composé par les nouveaux adhérents donc du FOD à l'époque et d'ENOA aujourd'hui, des nouveaux adhérents donc 2023. Tous les ans, en fait, on organise un groupe avec les nouveaux adhérents et ceux-ci choisissent un thème de travail que l'on suit toute l'année. Donc en 2023, nous avions un groupe d'une trentaine de nouveaux adhérents et parmi les 30 nouveaux adhérents, un groupe d'une dizaine de personnes s'est constitué pour travailler sur l'engagement des formateurs et des apprenants. Donc, nous avons travaillé toute l'année 2023 et une partie d'ailleurs du début de l'année 2024 sur le sujet jusqu'à le premier trimestre 2024. Et donc, ce groupe a réfléchi aux leviers, aux freins et leviers à mettre en place pour engager formateurs et apprenants dans les formations multimodales. Bon, je ne vais pas présenter toutes les personnes du groupe, vous avez là leur nom. Donc, ces personnes étaient d'origine diverses, donc des gens de CFA, de gros organismes de formation, et trois personnes sont présentes aujourd'hui, donc Hubert, Mathieu et Catherine, qui vont se présenter et intervenir au fur et à mesure. Alors, comment nous avons travaillé oui, c'est nous qui donc je vais présenter la démarche avec Catherine et voilà, la démarche, on a commencé par faire un recueil de retours d'expérience. Donc, chaque participant à ce groupe de travail a fait part de son expérience en expliquant le contexte, les actions qu'il avait mises en œuvre, qu'il ait mises en œuvre et les résultats qui étaient attendus par l'organisme ou par la structure. L'ensemble de ces retours d'expérience a été analysé et à partir de cette analyse, on a travaillé sur une démarche, donc une démarche un peu du type démarche qu'on utilise habituellement dans différents domaines, avec l'arbre des causes et des conséquences. Donc, on pouvait partir à la fois du frein constaté ou des causes ou des leviers. Donc, à chaque fois, si vous voulez, la liste des freins, on a listé un ensemble de freins. On a été chercher les causes sous-jacentes à ces freins, ou inversement, à partir de causes, on a constaté le frein. Et de ces freins et de ces causes, on a déduit des leviers à activer et des actions à mener. Donc ceci, donc dans une démarche systémique sur l'ensemble de l'écosystème, donc on a défini les différents axes d'action, donc on en a défini 4. La stratégie, donc quelle est la stratégie de l'organisme, de la structure, l'organisation, comment l'organisation, la structure s'organise pour lancer la formation multimodale, la technologie, quels sont les outils mis en place, les outils numériques et comment ils sont mis à disposition des formateurs et des apprenants, et puis bien entendu la pédagogie, comment la pédagogie, l'ingénierie pédagogique est réétudiée dans le cadre d'une formation multimodale. Donc, ce qui nous amène en fait à travailler dans trois domaines d'intervention: l'ingénierie de formation, bien sûr, l'ingénierie pédagogique, mais aussi l'environnement d'apprentissage. Et puis, cela implique trois groupes d'acteurs. Donc, on a simplifié en fait dans les groupes d'acteurs, mais on a d'un côté les équipes pédagogiques et les formateurs. C'est le groupe d'acteurs qu'on a appelé formateurs, qui est symbolisé par le petit bonhomme avec l'ampoule.
Un groupe, bien entendu, d'apprenants, hein, donc les apprenants, qui étaient un autre groupe d'acteurs. Et puis enfin, la direction au sens large, hein, puisqu'on peut mettre aussi des ingénieurs formation dans ce groupe appelé direction. Excuse-moi, Gilles, je Oui. t'interromps. Je vois dans les commentaires qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à afficher le contenu. Alors, je ne sais pas si c'est le cas d'une seule personne ou de plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui semblent dire pas de contenu. Ah, on peut Donc, peut-être le repartager ouais, autrement. moi non plus, moi non plus. Donc voilà. Alors, il y en a pour qui ça marche et il y en a pour qui ça ne marche pas. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'affichage, semble-t-il. Donc je vais arrêter le partage et puis je vais repartager direct Ouais, autrement. Ouais, parce que c'est très partage réparti. Il y en standard, a qui disent pas de souci et d'autres qui disent que ouais. ça ne marche pas. Donc, faut vérifier. Par contre, euh, Alors, il y en a beaucoup qui disent OK. Il y en a quelques-uns qui disent ça ne marche pas. Ah bah alors voilà, il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un slide, donc oui, a priori maintenant j'ai l'impression que tout le monde a l'air de dire que c'est OK. c'est bon? J'ai l'impression, OK pour moi. Oui, J'ai tout un tas de OK maintenant qui ont l'air d'être bons. Non, il y a encore un nom. Alors, Non, il mais y a j'ai encore l'impression que une personne qui semble-t-il, non, c'est Hervé Couder qui n'arrive pas a priori. Hmm. Voilà, il y a Hervé Couder qui n'y arrive pas. non, Ouais. Marie-Pierre Et non plus. Marie-Pierre Thiel. Donc a priori tout le monde y arrive sauf deux personnes. Donc il y a peut-être un problème de version Teams comme c'était le cas pour Mathieu. Oui. Ah, il y en a encore pour qui ça ne fonctionne pas. Êtes-vous sur le navigateur ou l'appli Teams? Alors effectivement tout dépend peut-être. On va leur laisser deux secondes le temps d'échanger. Alors tout à l'heure, quand Loïc a partagé, ça passait. Moi, j'ai le même problème, mais ça passait. Donc peut-être en repartageant directement sans Mm. passer par le mode Alors il y en a présentation beaucoup Teams, qui ça sont peut sur le fonctionner. navigateur. Voilà, OK pour moi après avoir cliqué sur le logo de la présentation de Google Chrome. Sur l'application Teams, tout est OK. Donc a priori, ça semble réglé, je pense. Navigateur OK. Donc ça a l'air d'être réglé. On va peut-être avancer un peu. Oui. Alors, Hervé dit je regarderai le replay. On aura un replay? Oui. Oui, donc il y aura un replay dans tous les cas. Je pense que Gilles, là, faut continuer un petit peu pour Voilà. Oui, voilà. Et donc puis, je vais reprendre. Donc je vous disais au niveau de la démarche, donc on a réfléchi à une démarche qui intègre tout l'écosystème. Donc à la fois les différents axes de la mise en place d'une formation multimodale, la stratégie, l'organisation, la technologie, la pédagogie, les domaines d'intervention, donc l'ingénierie de formation, l'environnement d'apprentissage et l'ingénierie pédagogique, et les différents acteurs concernés par ce changement, donc les équipes pédagogiques, dont les formateurs qu'on a symbolisés par le formateur, les apprenants et la direction, le groupe direction au sens large, qui peut aussi comporter les ingénieurs formation, par exemple, et l'ensemble des responsables de l'organisme. À partir de cela, en fait, on a comment dire, dénombré un certain nombre de freins, à la fois pour les formateurs et les apprenants. Donc, on a rédigé, on a consigné cela dans un mémento. Et dans ce mémento, donc, on a constaté, en fait, au niveau des formateurs, 16 freins, et pour les apprenants, une vingtaine. À partir de là, on en a déduit les causes sous-jacentes, comme je vous le disais tout à l'heure, où on peut être aussi, dans certains cas, partie des causes sous-jacentes des causes, et puis à partir des causes, définir le frein. Et on a donc dénombré 75 causes sous-jacentes pour les formateurs, 70 pour les apprenants.
À partir de ces causes et de ces freins, donc on a déterminé quels étaient les leviers activés. Donc on a pour chaque frein déterminé un levier. Donc on a le même nombre de freins que de leviers, bien entendu. Donc 16 pour les formateurs et 20 pour les apprenants. Et puis ensuite, le groupe de travail a réfléchi aux actions que l'on pouvait mener pour lever ces freins et pour activer ces leviers. Donc on a dénombré 65 actions possibles à mener en fonction des causes dénombrées, et 65 du côté formateur et 59 du côté d'apprenant. Tout ça a été consigné dans un mémento qui est disponible pour les adhérents d'ENOA aujourd'hui. Donc tout ça est détaillé et mis en page dans ce mémento. Parallèlement, certains membres du groupe ont travaillé sur les postures donc constatées au niveau des formateurs et des apprenants, formateurs encore au sens large, équipe pédagogique et formateurs, et au niveau des apprenants. Et donc on en déduit des attitudes à prendre pour les collaborateurs de l'organisme au sens large. Donc là, ça peut être aussi bien la direction que les formateurs. Et tout ceci est illustré dans un petit document, un poster graphique qui est disponible à tous et qu'on vous distribuera, on vous donnera le lien à la fin de ce webinaire, et que nous allons vous commenter avec Catherine tout de suite. Donc, on est parti pour chaque axe. Donc, on a commencé par la stratégie. Et sur la stratégie, en fait, ça se lit de cette façon-là. Donc là, vous avez les petits symboles. Donc, le formateur en rose, le formateur, l'apprenant en jaune et la direction en bleu. Et donc, au niveau de la stratégie, les formateurs et les apprenants sont souvent déstabilisés en fait par la transition vers la multimodalité, parce que ça rompt avec les méthodes traditionnelles, et cela entraîne des pertes de repères pour les formateurs et une inquiétude de la part des apprenants. Et une appréhension envers les outils et les méthodes numériques. Donc pour cela, il faut mettre en place un certain nombre de leviers et d'attitudes que Catherine va vous commenter. Effectivement, pour la stratégie, on se rend compte que finalement, ce qui est important de savoir, et en tout cas ce qui, dans l'idéal, faudrait faire, c'est que les directions, les copies, les CODIR, partagent leur vision de la multimodalité, pourquoi ils le font, quel est l'intérêt, quel sens ils donnent à cette stratégie-là auprès de leur équipe et des apprenants et des futurs clients, j'ai envie de dire. Et pour ça, faut créer l'adoption. Et plus ils vont y communiquer, plus ils vont permettre cette adoption et promouvoir l'innovation et donner la place à l'innovation dans l'organisme. Du côté de la reconnaissance, c'est important aussi, alors autant pour les équipes pédagogiques, mais aussi les apprenants, de valoriser un petit peu ce qui se fait dans l'organisme de formation, dans l'université d'entreprise. Et pour ça, ça passe par de la valorisation, alors soit pécuniaire, sur les fiches de poste des formateurs et les contrats de travail, soit une reconnaissance, on va dire, plutôt en termes de valorisation des pratiques, de mise en avant, de choses comme ça. On n'est pas toujours sur l'aspect financier. Et dans cette même type de reconnaissance, l'idée est aussi pour les directions de faire la promotion de l'intérêt pédagogique, de bien montrer l'intérêt qu'il y a pour les apprenants, pour répondre aux besoins de l'apprenant d'aujourd'hui et de demain, l'intérêt de passer au multimodal. Donc tout ça, ça a un lien entre le soutien institutionnel et la reconnaissance, c'est très très lié. Voilà, sur la partie stratégique. Donc au niveau de l'organisation, une mauvaise organisation aussi peut générer un certain nombre de freins, et puis des postures de réticence de la part des formateurs et des apprenants.
Donc, il y a souvent il y a donc des attitudes d'inertie et d'inquiétude si le changement n'a pas été anticipé, et c'est ce que l'on peut constater dans certains cas. Donc là, ça génère forcément de l'inquiétude et de l'inertie de la part des formateurs, de l'inquiétude de la part des apprenants. Ils se demandent comment est-ce qu'ils vont être capables de suivre la formation. Est-ce que ça va bien se dérouler? Est-ce qu'ils vont être capables de la suivre? Et puis, au niveau des formateurs, il y a aussi des questions qui se posent sur la charge de travail qui va être accrue pour lancer la multimodalité. Bien sûr, ça change la routine et forcément, la charge de travail va être différente, voire dans certains cas, et surtout au démarrage, certainement augmentée. Donc, ce qui crée une certaine inquiétude et un désarroi des formateurs. Et puis, si les formateurs sont désemparés, bien entendu, cela peut générer de la frustration de la part des apprenants qui comprennent mal où va les conduire cette formation multimodale. Donc pour cela, il faut aussi mettre en place un certain nombre de leviers et d'attitudes. En effet, une fois qu'on a la vision, qu'on a construit les bases avec la stratégie, l'idée c'est de développer, on va dire, une posture de conduite du changement, d'acculturation à la multimodalité. Et pour ça, il faut laisser du temps et de l'espace et de la place, j'ai envie de dire. Ça veut dire que les équipes, les directions doivent absolument, au-delà de la vision et de la stratégie, passer à l'organisationnel en termes de temps, en termes d'espace, de lieu de travail. Comment je vais apporter tout ce confort, entre guillemets, tout cet environnement capacitant à mes équipes pour pouvoir mettre en place la multimodalité de façon efficiente. Ça passe aussi sur du coup des moyens, parce que c'est qui dit du temps de l'espace dit des moyens, donc ça va être des moyens financiers, ça va être des moyens humains, ça va être des moyens techniques, ça va être des moyens administratifs, matériels, pour pouvoir mettre en place cette stratégie de façon pratico-pratique. Là, on est vraiment dans le pratico-pratique et il faut, faut se donner les moyens de le faire en tout cas, et accompagner les équipes là-dedans. Donc c'est un accompagnement soit en interne, soit en externe, pour pouvoir permettre de faire de la promotion de la multimodalité et de la mettre en œuvre. Sur la partie technologique. La technologie également peut générer des freins par manque de compétences. Vous l'avez noté tout à l'heure dans le nuage de mots, hein, par manque de compétences technologiques, à la fois des formateurs, des équipes pédagogiques, mais aussi des apprenants. On constate que finalement, ce n'est pas parce que même au niveau de groupes de jeunes entrant en formation qu'ils ont une maîtrise des technologies. En fait, au niveau des maîtrises des technologies en formation, des outils utilisés. Donc cela génère encore de l'anxiété et de la perte de repères. Et cela génère ce que le groupe a appelé de la maltraitance digitale, c'est-à-dire que on donne des injonctions d'utiliser des outils qui ne sont pas forcément maîtrisés par les formateurs ou les équipes pédagogiques et par les apprenants. Parallèlement, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de personnes n'ont pas d'appétence pour le numérique, tout bêtement, voire même une certaine hostilité vis-à-vis du numérique. Donc il faut en prendre compte et traiter également cette possibilité. Du côté des leviers, l'idée aussi, c'est de développer les compétences des équipes et ça, c'est la direction qui doit le permettre. Donc à travers des formations, l'accès à des salons, des webinaires,
l'accès aussi à des outils pour pouvoir justement permettre aux formateurs, aux équipes pédagogiques de tester, hein, de se mobiliser autour de ça et de créer une vraie dynamique sur des technologies qui peuvent parfois faire peur. Et le fait d'être dedans et de se rendre compte que finalement on y arrive et que c'est pas si compliqué que ça, ça aide et c'est à la direction d'accompagner ça. Et ça fait partie aussi du gros travail des directions d'aujourd'hui, d'accompagner vers l'évolution des métiers, du métier de formateur, du métier de concepteur, qui passe de plus en plus par le numérique. Et c'est cet accompagnement-là qui doit être fait. Et elle doit être faite à juste, voilà, dans un bon équilibre pour pas non plus saturer et pas revivre l'époque Covid, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un travail vraiment de la direction envers ces équipes d'alimenter à bon escient et pas trop peu les équipes pour permettre l'accès aux technologies et l'envie d'y aller, l'adoption de tout ça. Enfin, le dernier axe, c'est bien entendu la pédagogie, hein, on l'a mis en dernier, mais il est primordial. Et donc là encore, il y a un certain nombre, une mauvaise ingénierie pédagogique, enfin une mauvaise prise en compte de l'évolution des modalités pédagogiques peut générer une perte d'estime de soi de la part des formateurs. C'est-à-dire que les formateurs ne se sont pas à l'aise avec les outils proposés, avec les modalités pédagogiques, et donc cela crée de la frustration, de l'inquiétude et au final une certaine perte d'estime de soi. Au niveau des apprenants, de la même façon, enfin parallèlement, je veux dire, il peut y avoir une résistance au changement, alors qui est due aux différentes modalités proposées, où les apprenants ne se retrouvent pas par rapport aux modalités traditionnelles, et cela va générer de l'appréhension à l'utilisation de ces modalités, de travailler en sous-groupe à distance ou de différentes modalités qu'on va pouvoir proposer, et souvent générer de l'inertie de la part des apprenants. Côté levier attitude, on se rend compte que l'important finalement, c'est de travailler ensemble. On apprend toujours seul, jamais sans les autres. C'est valable pour les apprenants comme pour les formateurs, j'ai envie de dire. On travaille seul dans sa salle de formation, mais on travaille quand même beaucoup avec les autres. Et l'idée, c'est de donner du sens. Donner du sens à la multimodalité et se rendre compte aussi des avantages que ça peut avoir. Et pour ça, dans l'idéal, c'est faire de la mesure d'impact, hein. C'est de se rendre compte finalement quelle est la plus-value que j'ai quand j'utilise la partie digitale à tel moment et la partie présentielle plus standard à d'autres. Du coup, tout ça, c'est on crée des nouvelles pratiques dans les organismes, hein. C'est pas si simple que ça prend parfois du temps, mais plus vous prendrez le temps de le faire, plus vous engagerez les apprenants et les formateurs dans l'ensemble. Donc, à la fois pour la direction et à la fois pour les équipes pédagogiques, il y a un vrai engagement global assez significatif à avoir pour permettre l'engagement des apprenants. Il y a un lien très fort entre les deux. Ça, on s'en rend compte dans les différentes études qu'on peut mener. Et pour engager, faut motiver. Pour motiver, il faut donner envie, il faut donner du sens, il faut qu'il y ait un objectif personnel, professionnel pour que ça fonctionne. Voilà. Bonne ingénierie, ça vaut tout. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la présentation de ce travail qui a été fait en complément du mémento, donc sur l'ensemble des freins et des leviers. Et je vous propose de poser vos questions dans le fil de discussion, et on y reprendra à la fin du webinaire. Et là, tout de suite, je vais passer la parole, je crois que c'est Hubert qui intervient maintenant, donc qui va faire part de son retour d'expérience. Merci Gilles, effectivement. J'ai pris normalement la main sur les slides. Alors j'ai juste besoin d'aller sur le bon slide. Hop, alors c'est gentil, on a mis ma tête. Je vais me présenter très rapidement. Donc Hubert Grandjean, je préside l'AFDEC, l'Agence française pour le développement de l'emploi et des compétences. Pour faire simple, on accompagne toutes les stratégies qui touchent au développement des compétences, soit dans les organisations, entreprises, soit dans les organismes de formation qui accompagnent le développement des compétences. Je vais illustrer simplement aujourd'hui à travers une expérimentation qu'on mène maintenant depuis 1 an et demi,
dans le secteur de l'apprentissage en refondant totalement une formation. Évidemment que lorsque l'on s'adresse au monde de l'entreprise et à des apprenants dans l'entreprise, on a bien vu tout à l'heure dans le nuage de mots un certain nombre de freins, en particulier sur la disponibilité et le temps. Il y a une question qui est peut-être plus prégnante pour mobiliser les apprenants, c'est la question du sens de l'apprentissage par le domaine digital. J'ai jamais été un très grand fan de ces outils-là lorsqu'ils sont utilisés, on va dire, essentiellement dans une vocation économique par les grands donneurs d'ordre, donc en disant ça va nous coûter moins cher. Si ça coûte moins cher pour un résultat inefficace, ça coûte en réalité beaucoup plus cher. Et dans le secteur de l'apprentissage, on va avoir exactement la même difficulté. Mettre du e-learning ou mettre du distanciel pour des questions de coût, c'est la plus grande aberration qui soit, puisque, entre autres, dans les études qu'on a pu mener, les taux de rétention sur des outils qui sont connus, parfois comme Voltaire, par exemple, que vous connaissez certainement, le projet Voltaire, ou dans les outils d'apprentissage de langue, les taux de rétention sont extrêmement faibles. Donc il faut travailler sur des approches qui sont du mix pédagogique, quel que soit le secteur d'apprentissage et quels que soient les types d'apprenants. Je ne reviens pas donc sur ce qui a été dit sur la stratégie et sur les formateurs, puisque ce sera illustré entre autres par Mathieu. Simplement, il est vrai que pour réussir le projet que je vais vous présenter, il fallait mobiliser. Bon, ceux qui me suivent sur les réseaux savent qu'on est aussi très investi dans le secteur de la reconnaissance, reconnaissance ouverte, reconnaissance des compétences. Et entre autres, par exemple, là, sur les formateurs et les apprentis, on a mis en place des badges numériques pour justement reconnaître leurs compétences. Alors pour les formateurs, leurs compétences dans le développement, l'ingénierie, c'est e-learning, et pour les apprenants, des badges qui tournent autour de l'encouragement dans la méthode de travail et la reconnaissance de certaines formes d'apprentissage qui naturellement ne le sont pas dans le titre final pour lequel ils sont en formation. Donc c'est une formation qui s'appelle NASA pour Nouvelle-Aquitaine Santé Animale. C'est une formation expérimentale financée sur un PRIC régional. Donc ce sont des auxiliaires spécialisés vétérinaires, la formation dure 2 ans. Jusqu'à présent, cette formation se faisait en alternance classique avec une semaine toutes les 4 semaines, toutes les 3 semaines en centre de formation. Et dans le projet, l'un des questionnements que nous avions, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, ça part de La Rochelle pour aller à Pau. Et vous voyez donc en termes de distance, quand tout le monde doit se retrouver à Bordeaux pour se former, vous avez des personnes qui arrivent à 5 heures du matin pour éviter les embouteillages, qui dorment dans leur voiture. Il faut du logement sur place, etc. Donc le projet, c'est aussi de se rapprocher des apprenants. Et donc pour se rapprocher, vous l'avez entendu tout à l'heure, parce que c'est un terme que j'ai dû introduire un peu aussi dans le groupe, c'est la maltraitance digitale. On est très vigilant à ça, puisque toutes les études qu'on avait faites en post-Covid montraient que les apprenants souffraient beaucoup, que s'ils ne le disaient pas, il y avait aussi des problèmes de société, des problèmes d'environnement, les gens ne sortent plus, n'ont plus de contact, etc. Donc on a fait un choix complètement novateur, et c'est pour ça que je dis c'est du mix pédagogique, où on va intégrer à la fois des nouvelles approches pédagogiques qui nous semblent fondamentales, parce que transférer sur du digital ce que l'on fait dans les cours, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, les apprenants dans cette expérimentation qui réutilisent certains e-learning en souffrent beaucoup en disant ça ne correspond pas à l'approche. Et donc là, dans cette reconception, on est parti sur à la fois du distanciel, du tiers-lieu et des nouvelles approches pédagogiques extrêmement variées, et aussi quand même bien sûr du e-learning puisque c'est nécessaire pour certains modules. Donc c'est une approche complète où on a mis comme indicateur de succès du projet la bientraitance justement, c'est-à-dire des apprenants qui sont plus heureux, j'insiste là-dessus, plus heureux dans cette modalité-là que dans la modalité traditionnelle qu'ils avaient précédemment. Les grands freins que nous avions à traiter, c'est qu'on avait d'un côté des jeunes qui sortent de l'éducation nationale. Alors on nous disait, oh là 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 là, mais cela, c'est une catastrophe, ils ne sont pas du tout autonomes, on ne peut pas en faire grand-chose, vous savez, c'est difficile de les faire travailler, etc. Et puis d'autres catégories d'apprenants qui avaient déjà des premières expériences ou des formations qu'ils avaient entamées en université, puis ils étaient revenus en arrière et ils décidaient donc de faire cette formation-là.
Alors dans les freins, bien sûr, beaucoup de jeunes avaient vécu l'expérience de la Covid, voire tous même. Et donc pour eux, l'idée du distanciel, à part ceux qui avaient envie de rester chez eux au chaud et qui ne voulaient pas bouger, ça leur plaisait pas beaucoup. On avait des manques d'autonomie dans l'apprentissage, puisque ces jeunes sortant des modèles très traditionnels n'étaient pas habitués à être responsables de leur apprentissage, et puis des écarts de profil dans les apprenants, comme on vient de voir précédemment, entre les jeunes qui sortaient de l'apprentissage ou ceux qui avaient des expériences, et dans les technologies aussi des habitudes qui n'étaient pas, c'était pas qu'ils ne savent pas se servir des outils numériques, c'est que simplement les outils que manipulent les jeunes aujourd'hui ne sont pas du tout, comme ça a été dit tout à l'heure, ceux qu'on utilise en formation. Et donc, ils ont une vision et une utilisation très différente des technos. Dans les postures, ils ont un temps d'attention aussi qui est très limité. Donc on a été très vigilant à ce qu'il y ait des ruptures permanentes dans toutes les activités distancielles pour que les temps d'attention ne dépassent jamais une dizaine de minutes. Ensuite, ils ont aussi des difficultés en situation de communication. Donc là, on a créé donc ces tiers-lieux qui font 3 ou 5 personnes pour justement travailler sur les situations de communication. J'y reviens dans un instant. Ensuite, ils sont très soumis au modèle classique de formation, donc risque de déstabilisation finalement assez fort quand on a l'habitude d'être en classe avec un prof et qu'on va se retrouver tout seul dans des tiers-lieux, enfin tout seul, avec un groupe de jeunes comme moi en salle de formation. Et puis, il y a aussi le risque dans les postures de la procrastination et de ces attentes d'interaction avec le formateur qui vient nous réveiller de temps en temps. Donc par rapport à ces freins et à ces postures, ce que nous avons fait, d'abord on a fait une réingénierie totale de la formation. Et donc, on a fait une co-conception avec la branche professionnelle et les équipes pédagogiques dans une vraie approche par compétences. J'insiste là-dessus, pas des grands mots sur les compétences, mais une vraie approche par activité, par rôle. Et donc, on a modifié la stratégie de l'alternance pour arriver à faire une montée progressive en formation qui soit en lien avec chaque activité qui allait être mise en place au cours des 2 années dans une clinique vétérinaire. Et donc, ça nous a permis de restructurer les temps de formation et de passer dans une alternance où ils sont toutes les 8 semaines, une semaine en centre pour qu'il y ait des temps de regroupement et de communication, et le reste, c'est une journée en tiers-lieu chaque semaine. Donc, l'avantage du tiers-lieu étant la proximité géographique, j'y reviens dans les environnements d'apprentissage. En ingénierie pédagogique, on a travaillé sur une pédagogie totalement différente, beaucoup de formations inversées, donc le multimédia est plus au service de la recherche de l'information, de la structuration de l'information, voire de la fabrication de l'information dans les études de cas. On les entraîne à utiliser de l'IA avec tout ce que ça comporte. C'était leur grande surprise quand on leur a dit ça. On a dit non seulement c'est pas interdit, mais ça va être obligatoire. Et on a travaillé sur une granularité des modules qui est beaucoup plus fine, donc des temps de formation beaucoup plus fins par type d'apprentissage, de façon à ce que on puisse travailler sur des éléments qui soient immédiatement applicables en situation professionnelle. Donc ils trouvent du sens. Pour la ludification, tout a été travaillé en ludification. Et donc avec une ludification qui n'est pas pour jouer, mais qui est vraiment soit pour faire de l'apprentissage, soit pour travailler sur la rétention de l'information. Et on l'utilise encore plus sur la rétention de l'information pour s'assurer de leur progression. On a mis donc en lien avec une application pratique permanente et on accompagne avec un apprendre à apprendre. Sur l'environnement d'apprentissage, donc on a créé des communautés de travail sur les tiers-lieux de 3 à 6 participants, donc ils apprennent en même temps, et là on a créé un badge de reconnaissance sur ce sujet-là, à travailler donc en modalité communauté, et donc ça c'est très fort parce que du coup ils s'entraînent les uns les autres, et quand il y en a un ils ont témoigné là-dessus, donc récemment d'ailleurs auprès du conseil régional, en disant voilà, quand il y en a un qui a une baisse d'énergie, et ben les autres le remontent et on retravaille tous ensemble.
On a aussi mis en place une forte convivialité dès l'accueil, en étant, on va dire, très disponible, très à l'écoute, et en leur disant bien que le succès de leurs apprentissages était notre seul succès. Donc de beaucoup travailler avec eux sur leurs responsabilités face à leurs apprentissages et à donner du sens à leurs apprentissages. Toutes les 6-8 semaines, comme je le disais, en centre, c'est pour des regroupements, pour des REX, pour de la com, pour de la dynamique de groupe. Et enfin, on a essentiellement travaillé sur de l'auto-évaluation, justement pour donner du sens à leurs évaluations. Et sur la partie support, on a ce qu'on a appelé une assistance on demande. C'est très important pour nous. Parce que pour les entreprises, aujourd'hui, on fait aussi la même chose. Il faut que le savoir arrive au moment où les gens en ont besoin. Et donc, ils ont la possibilité, lorsqu'ils sont en situation professionnelle, de réaccéder par tranche de 30 minutes à des apprentissages. Les apprenants, alors on a mis aussi des apprenants référents parce qu'on voit que dans un groupe de 20, chaque apprenant a un domaine dans lequel il est un peu meilleur, donc ils deviennent référents pour les autres et ça crée du réseau entre les apprenants. Enfin, on a mis aussi un outil en place, s'appelle GoWithApp, qui a été entièrement structuré. Alors, il existait par ailleurs précédemment, mais entièrement structuré au-dessus de cette expérimentation pour aider à l'approche réflexive, à la construction des parcours et à la validation des compétences. Pour terminer, et j'aurais pu aborder plein d'autres sujets à travers ce projet, parce que comme vous le voyez, il est vraiment multi-parti et très systémique. Ce qui a fonctionné aujourd'hui, on a donc ces témoignages de jeunes, de maîtres d'apprentissage, c'est l'organisation pédagogique qui plaît énormément aux apprenants. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas isolés, ils découvrent leurs apprentissages d'une autre façon, ils apprécient la méthode ludique, ils apprécient l'approche par compétences, ils apprécient l'application immédiate en situation de travail. Le développement de l'autonomie et la communication de groupe, les maîtres d'apprentissage sont clairs. Ils disent par rapport à d'autres apprentis, ce sont des jeunes qui sont très autonomes et qui communiquent beaucoup plus facilement avec les équipes. L'auto-évaluation qui marche très bien et qui montre que ça rend acteur de l'apprentissage, et puis globalement la qualité des apprentissages, puisqu'évidemment l'un des indicateurs était de savoir si dans ces modalités, la qualité de l'apprentissage était au moins la même que dans la modalité traditionnelle. Aujourd'hui, les premiers résultats montrent qu'elle serait plutôt meilleure. Dans nos points d'amélioration, il faut qu'on affine encore un peu la planification des tiers-lieux. Sur les coûts, alors certains peuvent se dire tout ça doit coûter très cher. Alors sachez qu'on est à coût constant par rapport à la formation traditionnelle, donc ça ne coûte pas plus cher aujourd'hui, mais on sait aussi vu l'économie qu'on nous impose dans les années à venir, on est en train de travailler sur reporter un certain nombre de coûts aussi sur le lieu de travail avec certains e-learning justement, qui étaient faits jusqu'à présent dans les tiers-lieux. Et là, on va le faire en milieu de travail. Et c'est important parce que quand on dit en milieu de travail, c'est pas isoler le jeune, c'est pas lui permettre de faire le e-learning chez lui, c'est de rester dans une communauté qui peut le soutenir dans cette activité-là. Et enfin, on va continuer à travailler sur la diminution des contenus et les temps de face à face au profit de l'analyse d'informations et des pratiques de la rétention. Voilà, pour ce témoignage, évidemment, je répondrai à toute forme de questions. Merci Hubert. Il y a quelques questions dans le chat, mais on va enchaîner tout de suite. Oui, bien sûr, bien sûr. On répondra à la fin. Alors, du coup, je vais avoir besoin de quelqu'un qui me passe les slides. Bah, écoute, je peux continuer. Parfait, écoute, voilà, parfait, je t'affiche, Mathieu. Merci. Donc là, je suppose qu'on doit voir ma mouille. Oui, absolument. Exactement, parfait. Alors, je me présente, donc je suis Mathieu Chaumel, un des dirigeants et cofondateur de Doctolumen. Nous sommes une agence de conseil de conception digital learning. Et moi, je vais vous présenter un projet qui était un témoignage sur un projet qui était un peu différent de ce qu'a fait Hubert, mais qui est finalement on retrouve dans beaucoup de domaines. Et vous allez voir, on retrouve pas mal de passerelles entre les problématiques engagement apprenant et les problématiques engagement formateur. Donc, si tu veux bien passer à la slide d'après, s'il te plaît, Hubert. Donc là, vous êtes sur le contexte. Donc le contexte, c'est tout ce qui a été mis en place. On était dans un contexte de digitalisation ou de transformation numérique d'un organisme de formation.
où le projet était d'intégrer des modalités numériques synchrones et asynchrones pour le parcours de formation. Alors, il y avait une certaine typicité dans l'OF qui nous avait mandaté pour cette mission. Alors, d'une part, c'est parce que donc, sur le sujet, c'était tout ce qui était santé et sécurité au travail. Donc, c'était des parcours de 5 jours qui sont à destination des élus au CSE ou des référents sécurité en entreprise. Donc, un parcours de 5 jours, il sortait un peu comme beaucoup, il sortait un peu du Covid. Et c'est vrai qu'un parcours de formation de 5 jours en distanciel pur, c'était assez lourd, c'était assez fatigant. Donc, il y a quand même une volonté de revenir un peu au présentiel. Et puis aussi, une autre des spécificités, c'est que cette OF travaille avec des formateurs internes, mais aussi et principalement avec beaucoup de formateurs externes, que ce soit des franchisés ou des indépendants. Ce qui fait que la relation qu'il y avait entre l'OF et les formateurs externes est un peu spécifique. Et donc, au cours de ce projet, en fait, très rapidement, on s'est retrouvé confronté à l'engagement des formateurs. Pas de la mauvaise, pas forcément de opposition, hein, c'est vraiment de comment comment on les engage vraiment dans ce projet de transformation de l'OF que lui-même avait décidé d'acter et d'évoluer vers plutôt des parcours un peu plus de blended learning. Donc, le vrai sujet était vraiment autour de l'organisation, de la conduite du changement et surtout de l'appropriation des formateurs à cette nouvelle façon de faire le parcours de formation. Si tu veux bien passer à la slide d'après. C'est fait. Super. Alors, les freins et les postures. Alors, comme je vous le disais, il y avait pourquoi on avait besoin d'impliquer les formateurs? Il y avait effectivement les formateurs internes. En formateur interne, on avait un chef de projet qui était lui particulièrement motivé et qui était engagé sur cette transformation. Donc, ce n'était pas un sujet en interne. Par contre, en externe, on avait plutôt des formateurs qui étaient utilisateurs et qui avançaient de tous les supports. Et donc, qui étaient plutôt en attente. Donc, on était vraiment dans plein de domaines qui étaient plus de la frein et posture. Et en premier lieu, et là je l'ai mis en dernier, mais je le vais remettre en premier, c'est que en tant que formateur indépendant ou directement lié à l'OF, c'est eux-mêmes des entrepreneurs. Donc, quand on leur raconte qu'effectivement, on va rajouter du module asynchrone dans les parcours de formation, très clairement, vous avez quelqu'un qui va vous dire, qui va réfléchir en disant, bah oui, mais en quoi ça va m'impacter moi en tant que sur mon chiffre d'affaires, de ce que je fais, etc. Il y avait un sujet qui était, donc ça pouvait être un vrai frein, voilà. Il y avait un sujet sur la pratique pédagogique, effectivement, de tout ce qui est des formateurs parce qu'effectivement, sur ce type de formation en santé sécurité, elle est faite essentiellement en intra et en présentiel. Et ça apporte notamment des éléments de faire de mise en application dans le cadre du parcours, de mettre en application en fait tous les sujets qui sont abordés sur la santé et la sécurité à l'entreprise ou à l'organisation dans laquelle ils font la formation. Donc, à partir du moment où on leur propose des outils ou des modules qui vont être un peu plus génériques, on va dire, quelle va être la plus-value et l'intérêt de ces approches. Il y avait un autre sujet qui était aussi sur la modalité des formateurs, parce que dans les retours et les échanges qu'on avait, il y avait effectivement une façon d'animer sa formation qui était très hétérogène. Voilà, on avait des gens qui étaient très axé sur j'ai ma présentation, je l'ai travaillée en amont, elle est millimétrée. J'ai mon PowerPoint, j'ai tout ce qu'il faut, je sais quand est-ce que je vais intervenir, ce que je vais faire. Et puis d'autres qui étaient dans une animation beaucoup plus libre, d'adaptation en permanence au retour des apprenants, avec un support qui était plus ou moins là, en support vraiment, mais qui n'était pas vraiment un enjeu en soi. Voilà. Donc il y avait effectivement de s'adapter. Or, on sait très bien que quand on fait des choses, des éléments ou des outils qui doivent être pour tout le monde, généralement ça convient à personne. Parce que toujours, tout le monde a une façon différente de procéder. Donc c'était un vrai enjeu ensuite de les amener de les convaincre de l'intérêt des outils qui allaient être mis en place. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est un manque de temps.
parce que effectivement c'est des formateurs, donc effectivement eux, leur activité principale c'est animer les formations. Et donc ça a été dit effectivement aussi par Hubert et par Catherine et Gilles. Effectivement, on est dans une problématique de bah j'ai pas le temps. Moi, du lundi au vendredi, je suis en formation. Comment je vais faire, enfin, votre projet, voilà, est-ce que voilà, je vais regarder à l'arrivée. Euh, et c'était un vrai sujet parce que finalement, c'est comment on les approprie. On ne dit pas, bah, on n'arrive pas sur un rendu, on va amener tout, on va amener, on est dans un projet collectif finalement pardon, de digitalisation du parcours et d'intégration de ce projet tous ensemble. Alors, slide d'après, si tu veux bien, Hubert. Alors bon. voilà les actions qui ont été mises en œuvre. Alors certaines ont été mises, je vous en parlerai après, mais la première, il y a deux axes principaux qui ont été mis en œuvre. La première, c'est la démarche de co-construction. De la même manière, un peu comme expliquait Philippe Hubert, ça a été un des vrais sujets. Et pour les engager dans ce projet collectif, de leur dire finalement, c'est pas un sujet qui va venir se rajouter, une couche qui va se rajouter, mais vous allez être acteur. Avec la problématique de temps, on l'a vu, c'est-à-dire que ce qu'on va leur demander en termes d'application, c'est en fonction aussi de ce qu'ils sont capables de donner. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est plutôt des groupes de digitalisation qui permettaient en fait à chacun de pouvoir faire des retours. Et l'avantage du groupe, c'était de dire bah, quand vous avez le temps, certains, si vous avez des activités en fonction de vos pics d'activité, vous pouvez prendre à un moment donné, répondre à un sujet, mais peut-être que pendant 2 semaines, vous ne répondrez pas, mais au moins les 2 semaines d'après, si vous récupérez un sujet qui vous intéresse, répondez au moins ponctuellement. La mutualisation des ressources, c'était pour avoir quelque chose en disant, mais on va traiter de sujets. Si vos sujets-là, vous avez une bonne façon de le faire ou des éléments qui sont importants, partageons et on va tous le refaire pour tout le monde et ce sera plus intéressant. Et effectivement, donc toujours de les impliquer sur le développement des modules qui étaient produits, de leur dire sur la façon, le contenu et le contenu et la forme. Deuxième pilier, et pas des moindres, c'était la communication. Donc pour les investir et pour les engager, c'était de communiquer en permanence. Donc on a mis en place une communication hebdomadaire, non pas parce que pour les noyer, mais juste au moins ils intègrent le fait que le projet avance, que le projet se développe et que du coup il faut qu'ils s'investissent dans cette démarche-là. On n'a pas forcément beaucoup de réponses à ces mails, mais ce n'était pas vraiment le sujet. Le sujet, c'était de leur montrer que le projet avance et ils doivent être impliqués dans ce projet-là. On a fait effectivement des visioconférences de présentation, mais pour présenter les modules, pour expliquer ce qu'il y avait et ce qu'ils allaient faire. Et effectivement, on a aussi partagé tous les premiers retours d'expérience qui avaient été faits par certains formateurs, parce que c'était intéressant de leur montrer que la conviction, de leur dire ça marche, c'est utile pour vous, ça a une plus-value pour vous, ça a une valeur pour vous. Et plutôt que ce soit moi qui leur dise, plutôt que ce soit un autre formateur qui leur dise de ce qui a marché et ce qui a fonctionné. Ça, c'était les deux gros piliers vraiment sur l'engagement. Et il y avait quand même des piliers, on va dire, plus pratiques. Le planning. Donc, effectivement, on a commencé par développer des modules qui soient vraiment d'activité synchrone avec formateur pour qu'il y ait un vrai, pour pas qu'on voit vraiment et tout de suite que ce module-là qu'ils peuvent utiliser, il a du sens et c'est une vraie plus-value pour le formateur. Et plus-value pour le formateur, pour lui, pour ses stagiaires en formation, quand il anime sa formation, que ça le valorise dans ce qu'il fait, de ce qu'il fait. Et pas que ça soit pas commencer par des modules purement asynchrones qui soient beaucoup plus passifs sur lesquels il n'y ait pas de plus-value pour lui en tant que formateur. Et dernier point, pratique aussi, c'est qu'on a fait un guide justement pour les formateurs où ils retrouvent tous les modules. Il y a 18 modules à peu près, un peu moins d'une vingtaine de modules, où ils retrouvent tout à l'intérieur. Ils ont tous les contenus, toutes les thématiques, tout est listé, et surtout on les a différenciés entre ce qui est de l'apport théorique et ce qui est de l'activité. En disant, si vous voulez, si vous sur le sujet, je sais pas, des accidents du travail, vous voulez voir que les activités de mise en pratique ou d'interactivité, allez chercher là. Voilà ce que vous allez chercher. Vous publiez, vous, comme un outil, une boîte à outils et prenez ce que vous voulez. Mais au moins, vous avez une exhaustivité et être sûr qu'il n'y ait pas de je sais pas où c'est, comment j'y fais, qu'est-ce que je peux faire, etc. Où est-ce que je vais. Donc vraiment, de valorisation et de ramener vers ça. Voilà.
Alors, le mis en orange, en fait, ce qui a été important aussi, qu'on n'a pas mis nous directement en place, mais que la direction a mis en place, parce que tous ces éléments-là, effectivement, ont été mis en place en coordination avec la direction. Hein. C'est pas, c'était vraiment dans une démarche d'implication de son réseau de formateurs. Il y a effectivement tout ce qui est communication sur la stratégie d'entreprise, les conditions de mise en place et support plateforme numérique. Je vois qu'il est 25, je vais juste terminer rapidement sur la dernière slide, si tu veux bien, Hubert. Donc, tout ça pour dire sur le retour d'expérience, vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est ce qui a fonctionné, c'est effectivement les formateurs un peu ambassadeurs, ceux qui ont vraiment participé, parce que eux, ils ont démontré, et plus que nous, hein, que ça avait du sens, qu'on avait pu intégrer leur retour, qu'on tenait compte, on était à leur écoute, qu'on tenait compte de tout ce qu'ils avaient à dire et de ce qu'ils voulaient faire les choses. Donc ça, c'était vraiment pertinent et ça a vraiment permis de démontrer, autre que par nos propres convictions, mais par l'expérience d'autres formateurs. Et puis les outils d'accompagnement, donc le support technique fait par l'OF, et puis les guides, la présentation des modules pour être sûr qu'il n'y ait pas de frein. Et parce que ce que disait aussi Hubert, effectivement, on s'est rendu compte aussi que l'appétence pour le numérique était pareil, était très hétérogène d'un formateur à l'autre. Certains étaient très avancés dans leur pratique des outils numériques, d'autres, à l'inverse, plutôt décalés, pas forcément en refus, mais en tout cas, ça ne les intéressait pas, ils ne les prenaient pas en tant que tels. Voilà. En termes de points d'amélioration, je vais commencer par les tests et retours collectifs. Ça, j'avais dû refaire les choses. Je ferai vraiment des tests collectifs de partage parce que je trouve que c'était important qu'ils puissent partager entre eux. Vraiment un vrai sujet de partager, donner vos avis. C'est une façon de les impliquer, de les engager dans le projet. Donner un avis, finalement, c'est s'engager dans le projet. Et puis, il y avait le sujet on a travaillé vraiment sur le dernier point, sur l'organisation, mais en fait, c'était difficile de décorréler l'organisation de la stratégie, de la technologie, de la pédagogie. Donc, les quatre leviers dont vous en parlez, Elphine et Catherine, effectivement, c'est-à-dire que certes, on avait un focus sur l'organisation, mais en tout état de cause, il fallait avoir une approche globale. Voilà. Et puis, pour terminer, en fait, le dernier point, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, ce travail sur l'engagement, c'est vraiment un travail de marathonien. On est dans la durée, dans la distance. On travaille dans la durée et pas du tout une course de vitesse. On n'a pas dit, bon, OK, on y va, on tourne en avant, on met ça en place et on y va. C'est vraiment de la conviction, de l'appropriation. Et finalement, c'est tout le travail qui est fait dans la durée qui va apporter à l'arrivée un engagement qui est un peu plus pérenne et supportif. Voilà. Voilà. Merci Mathieu. On comprend que c'est une course de fond. On Exactement. va prendre quelques minutes pour répondre à une ou deux questions, peut-être moins parce qu'on a un petit peu de retard à cause des soucis techniques là. Peut-être la première question, parce qu'en fait vous avez tous abordé un peu la problématique des moyens, du temps, de l'organe, de donner du temps au temps, comme a dit. Donc la première question, elle est plus pour Hubert, qui a été posée dans le chat. En fait, combien de temps vous a-t-il fallu pour aménager, refondre cette formation NASA et afin de la transformer dans une logique multimodale engageante telle qu'elle a été décrite? Alors, en temps homme, très peu de temps. On a travaillé 4 journées avec les professionnels pour rebâtir l'approche par compétences. Il faut savoir qu'il y avait quand même un titre qui existait auparavant. Et ensuite, on a une équipe de 4 formateurs qui ont travaillé en ingénierie pédagogique sur le sujet. On a réussi à faire ça à peu près en un peu moins de 2 mois hommes pour refondre totalement la formation. Voilà. Après, voilà, je pourrais donner plus de détails si certains veulent, on pourra échanger ailleurs, mais très rapide. Et juste pour une précision, ça faisait partie des questions, on a été chercher très peu de technologies à l'extérieur, on n'a pas de plateforme spécifique ou de choses comme ça. On a travaillé avec du Teams et on a surtout travaillé la pédagogie. Donc on n'a pas utilisé beaucoup d'outils extérieurs. Quant à l'IA, simplement pour répondre très vite, elle est simplement on incite les jeunes et on les fait travailler avec l'IA, mais là aussi ce serait un sujet un peu plus long à expliquer. J'avais d'ailleurs, je crois que dans le guide, simplement, il y avait le témoignage qui était beaucoup plus détaillé. Merci, du coup tu as répondu aussi aux 2 autres questions. C'est vrai que l'IA est un peu au cœur des sujets souvent là. Donc c'est plus l'IA utilisée comme un outil pédagogique parmi d'autres, hein, si on résume.
Peut-être, il n'y a pas de question pour Mathieu, mais peut-être que je vais en poser peut-être une en fait. Sur ce qui a été présenté sur la fin, là, la vision globale. Le guide pratique, finalement, c'est pareil. Finalement, qui a contribué, combien de temps il a fallu pour le faire et comment est-il utilisé, du coup? C'est un peu ce qui va cristalliser toute l'expérience du projet, quelque part. Oui. Bah, en fait, ce guide pratique avait vocation de ramener en fait une partie des formateurs qui avaient un peu. On sait très bien que dans toute conduite du changement, il y a des gens qui sont plus ou moins impliqués et il y en a qui sont un peu moins. Et donc, c'est pour lever toutes les barrières des gens qui avaient mis un peu le projet de côté et que se retrouver confrontés à se dire, bah voilà, vous avez une vingtaine de modules à votre disposition, qu'est-ce que vous en faites? Et donc là, concrètement, c'est de leur dire où est-ce que sont les différentes thématiques. Et donc ça n'a pas été très long. Le plus long, c'était d'avoir l'exhaustivité de le créer, d'en faire quelque chose de pratique et surtout d'utile vraiment pour qu'ils aident et se retrouvent, et d'une intégration, on va dire, progressive. C'est-à-dire commencer par ce type de module. Si vous voulez pas le faire en entier, commencez par cette activité, vous allez voir, pour qu'il ne soit pas confronté à on-off, mais vraiment en variation de l'implémentation et l'utilisation des modules en formation. Commencez par des petits bouts. Donc ça a pris... le plus dur était d'avoir fait d'abord les modules, mais après, c'est pas très long. Merci. On est déjà un petit peu dans la zone de débordement, donc peut-être que si Catherine ou Gilles veulent dire un dernier mot de conclusion avant qu'on parle du prochain webinaire. Ouais. Tu peux passer la slide du coup, Voilà, Hubert? voilà. Voilà, super, merci. Donc, on a fait ce webinaire, c'est super, mais après, l'idée aussi pour vous, bah, c'est d'aller plus loin, hein, parce que vous pouvez échanger avec Mathieu, Hubert ou moi-même sur sur ces questions-là, ou Gilles. On est tous les quatre, on baigne là-dedans tous les quatre. Mais vous pouvez aussi, pour travailler sur votre propre organisation, venir au masterclass. On organise des masterclass, une masterclass sur l'engagement des apprenants en formation et une masterclass sur l'engagement des formateurs. Et là, on vous apporte, et c'est là tout l'intérêt des ateliers ou des masterclass, on met les deux noms en ce moment. L'idée, c'est vraiment de vous outiller, de vous donner une boîte à outils, vous donner du plan d'action, vous donner un regard extérieur en tant qu'expert, avec aussi une capacité d'analyse sur les organisations, parce que, bah, comme vous l'avez vu avec Hubert et Mathieu, on a une vision un peu 360 de tout type d'organisation et on peut vous aider justement à avoir un éclairage peut-être un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Et c'est ça aussi Enoa, au sens large. Le memento, il est disponible aux adhérents et aux participants de la masterclass, mais pas dans le cadre du webinaire. Là, c'est juste l'infographie qu'on vous a présentée avec Gilles. Voilà, en gros, l'intérêt aussi de continuer, hein, parce que là, on vous donne une toute petite partie, hein, c'est l'apéro. Hein. Maintenant, il faut manger. Prendre tout le menu. Voilà, et je laisse Aurélia peut-être conclure sur la Oui, préinscription. eh On ben, vous recontactera. j'espère que cet apéro vous a tous intéressés, que vous souhaiterez effectivement aller un peu plus loin dans la démarche, hein, parce que c'est véritablement, effectivement, déjà, le Memento est un livre particulièrement intéressant parce que co-construit vraiment par le groupe avec une approche très opérationnelle et que ce sujet de l'engagement, c'est un sujet qu'on retrouvera toujours tout au long des parcours d'hybridation des formations. Si on n'engage pas, on n'embarque pas ni ses formateurs ni ses apprenants. On a beaucoup parlé des apprenants, mais également les formateurs. Et ben, effectivement, on risque d'aller un peu vers l'échec. Et donc, ce n'est pas ce que nous, collectivement, Enoa, on veut, sachant qu'on croit profondément à la valeur, à l'intérêt, hein, de ces dispositifs multimodaux. Voilà pour peut-être la conclusion. Moi, j'ai été très intéressée par vos échanges. J'ai senti que c'était assez très vivant. Pour les masterclass, de toute façon, on vous enverra le replay du webinaire, la présentation et puis un lien de préinscription si vous le souhaitez. Voilà ce que je pouvais en dire. Et un dernier mot, avant de partir tous et se quitter. Prochain rendez-vous, le dernier de l'année, sera le 10 décembre. Et ça tombe bien parce qu'on parlera de l'adhésion 2025 pour tous ceux qui souhaitent un peu plus savoir sur qu'est-ce que fait Enoa, qu'est-ce qu'on produit ensemble, comment on peut s'inscrire dans un collectif, comment on échange nos pratiques et quels sont les différents projets qu'on travaille au sein de l'association.
Donc, écoutez, on vous attend très nombreux hein, à la même heure. 11h30, 12h30. Merci Au beaucoup. revoir. À À bientôt. bientôt. Bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir. Je vais vous laisser parce que j'enchaîne sur une commission de normalisation. À très vite. Eh ben, c'est Bon déjà moins courage. Ouais, intéressant. ben, C'est Ah, moins si, intéressant. Hein. si, on ouvre les travaux sur les reconnaissances ouvertes. D'ailleurs, si Ah, ça c'est intéresse certains, l'open Ah page. oui. ouais. Page, Donc ah ça oui. intéresse Tu, certains, vous serez les tu fais, bienvenus. tu fais ça où? Ah bah là, c'est l'AFNOR, hein, c'est Ah, c'est hébergé à l'AFNOR. l'AFNOR. Mm. Ouais.